Bonjour, bienvenue dans le Face à Face sur France 24. Avec moi, Gérard Leclerc, qui est éditorialiste politique sur CNews et également à la revue Oui Demain. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, on va revenir sur la question, j'allais dire le serpent de mer des fichiers S. À chaque acte terroriste, la polémique ressurgit. C'est évidemment le cas depuis l'attaque au couteau à Paris la semaine dernière, qui a coûté la vie à une personne et en a blessé 4. Le meurtrier, abattu par les forces de l'ordre, figurait sur ce fameux fichier dit SS pour Sûreté de l'État. Alors on entend la droite, l'extrême droite, accuser le gouvernement de laxisme, d'avoir laissé un suspect figurant sur ce fichier agir, et il réclame des mesures plus drastiques, comme l'internement de tous les fichiers S. On écoute la réponse du ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, et on en discute ensuite. Des fiches S, vous en avez 26 000. Donc évidemment, pour celles et ceux qui pensent qu'on peut mettre 26 000 personnes dans une prison, c'est un peu difficile à pouvoir organiser. Toutes les fiches S ne sont pas radicalisation. Aujourd'hui, ce n'est plus ce qu'on appelait par le passé le haut du spectre qui passe à l'action, c'est-à-dire celles et ceux qu'on suivait de plus près. C'est souvent le bas du spectre. Vous voyez, celui-là, par exemple, il passe à l'acte avec le couteau de cuisine de sa mère. Gérard Leclerc, c'est presque mission impossible. Évidemment, on voit que chaque camp politique prend position. C'est peut-être seulement des postures, parce qu'en effet, c'est un problème qui semble insoluble pour le gouvernement. Non, mais on comprend l'émotion, on comprend aussi l'indignation, l'agacement quand on sait que ce sont des gens qui sont fichés S. C'est le cas très souvent, mais c'est pas toujours. À Nice, il n'était pas fiché S. Mais enfin, donc, dans le cas précis, il l'était. Bon, le problème, effectivement, là-dessus, le ministre n'a pas tort, c'est qu'il y a 26 000 fichiers. Alors, les fichiers pour radicalisation, ils ne sont plus que 11 500, je crois. Et Laurent Wauquiez dit il faut les plus dangereux. Mais comment, quels critères, comment définir ceux qui sont le plus dangereux? Comme l'a dit le ministre, effectivement, le dernier, il n'apparaissait pas comme le plus dangereux. Donc c'est vrai qu'il y a un vrai problème. Sur quel bas on est dans un état de droit? Les lettres de cachet n'existent pas. On ne peut pas comme ça envoyer en prison n'importe qui. Et, je veux dire, sur quel fondement juridique? Et puis l'envoyer en prison pour combien de temps? On ne peut pas non plus envoyer en prison à vie. Donc, vous voyez, tout ça pose de vraies questions. Et c'est vrai que c'est pas simple. Et en tout cas, l'idée de dire il suffirait d'envoyer les fichiers S ou même les plus dangereux en prison, c'est quand même plus compliqué que ça. Donc c'est juste de la posture de la droite pour embarrasser le gouvernement, parler de laxisme. Quand Éric Ciotti dit oh, il faut tous les interner comme ça, en gros on sera enfin en sécurité. Bon, pour les raisons que je vous ai dites, mais je pense que c'est pas possible. On ne peut pas comme ça, c'est beaucoup trop compliqué. Cela dit, il y a aussi une pression de l'opinion. L'opposition est aussi dans son rôle en faisant des propositions. Il y a peut-être quand même dire en même temps on ne fait rien, c'est compliqué. Alors il y a peut-être d'autres mesures, d'autres solutions qui pourraient être, par exemple, peut-être améliorer la surveillance. Encore que c'est très compliqué. On sait que pour vraiment surveiller complètement une personne, il faut 15 personnes pour le faire le jour, la nuit, les vacances, l'été, etc., les week-ends, etc. Donc, mais on peut peut-être imaginer quand même de resserrer le filet, d'améliorer la surveillance. Alors, est-ce que vous craignez que le gouvernement, parce qu'il y a la pression de l'opinion, et on l'a entendu, le Premier ministre a encore dit qu'il ne faut pas avoir une loi à chaque attaque terroriste, mais que le gouvernement se sente un petit peu obligé d'annoncer soit une nouvelle loi, soit de nouvelles mesures pour tenter de rassurer? Parce que c'est vrai que la droite exploite peut-être des craintes, mais elles sont réelles, ces craintes, et ce genre d'attaque ne fait que les renforcer. Alors la réponse, c'est oui et non. C'est vrai qu'il n'est pas anormal que régulièrement on adapte le dispositif, que les choses changent, et donc on essaye de l'adapter. On l'a encore fait récemment, puisque la dernière loi qui a remplacé l'état d'urgence, la loi sur la sécurité intérieure et contre le terrorisme, elle date seulement du mois de novembre. Donc, alors rien n'interdit qu'on refasse dans quelques mois, qu'on apporte quelques améliorations si c'est nécessaire. Mais oui, en même temps, on ne peut pas changer sans arrêt la loi. Mais pourquoi pas l'adapter s'il le faut, oui. Alors, nous a rejoint sur le plateau David Revaud-Dallon, éditorialiste politique au Journal du Dimanche. On parlait du fichier S, ce serpent de mer qui ressurgit à chaque attaque. Et les
critiques de la droite, de l'extrême droite contre le gouvernement, en disant que c'est le laxisme. Le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, dit c'est impossible, 26 000 fichiers S, on ne peut pas tous les embastiller. Ça semble une équation insoluble pour ce gouvernement ou pour celui d'avant. Et celui d'après, voilà. Évidemment, je suis tout à fait d'accord avec Gérard. D'abord, on ne peut pas... Souvenez-vous, il y avait eu, c'était pas des attentats à l'époque, mais il y avait une formule qui s'appelait « un fait divers, une loi ». Voilà. Là, on ne peut pas, de la même manière, considérer qu'à chaque attentat, il faille édicter une nouvelle loi, un nouveau dispositif. Effectivement, il faut piloter finement, il faut faire évoluer les techniques, il faut faire évoluer la loi, mais le problème est qu'à chaque attentat, à chaque attaque, on a de nouveau des propositions qui sont soit peu réalistes, soit peu conformes finalement à ce qu'est réellement une fiche S et le travail des services des renseignements, ou alors carrément des propositions qui ne sont pas conformes à la loi, voire à la Constitution. Le fichier S, tous les spécialistes vous expliquent que c'est un outil de suivi pour les services de renseignement. Et précisément parce que c'est un outil de suivi, ça permet d'avoir des informations sur tel ou tel individu, tel ou tel groupe. Donc dès lors que vous internez ou que vous expulsez ces individus, vous n'avez plus d'informations et vous vous coupez du terrain. Donc déjà, il y a un problème de renseignement et puis il y a un problème légal, constitutionnel. Une fiche S, ce n'est pas une condamnation, ce n'est pas une décision de justice, ce n'est pas une expulsion. Mais est-ce qu'il n'y a pas, au-delà de ça, peut-être finalement, quand même un certain risque politique qui a été pris par le gouvernement de dire on sort de l'état d'urgence. Alors, ils ont expliqué que les mesures qui sont en place, c'est presque celles de l'état d'urgence qui ont été transposées dans l'état de droit normal. Mais malgré tout, est-ce qu'il n'y a quand même pas une vulnérabilité possible en disant attention, on a baissé la garde? De ce point de vue-là, je ne crois pas. Parce que effectivement, les principales mesures de l'état d'urgence, elles sont désormais inscrites dans le droit commun. Qu'est-ce que c'est? C'est les assignations à résidence, ce sont les perquisitions administratives qu'on appelle de manière euphémisée les visites domiciliaires désormais. Ce sont des instruments de ce type-là qui sont rentrés dans la loi. Et donc, je ne crois pas que ce soit la question de l'état d'urgence. Alors même si symboliquement, bien sûr, en état d'urgence, on a toujours l'impression d'être mieux protégé. Mais vous savez, c'est comme l'opération Vigipirate, c'est comme l'opération Sentinelle. Ça n'a pas empêché les attentats. Voilà, il y a beaucoup de psychologie là-dedans, beaucoup de sentiments. Ça compte. Et ça compte, mais voilà, ce n'est pas le cas. Alors, on va passer au deuxième sujet. À l'Assemblée nationale, le gouvernement défend cette semaine un projet de loi, je cite, renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes. Un projet qui est critiqué, en partie par des associations féministes, mais aussi par des professionnels du droit, qui accusent en fait le gouvernement d'avoir reculé sur le sujet très sensible du viol sur des mineurs. En effet, après avoir annoncé son intention de considérer qu'avant l'âge de 15 ans, un acte sexuel serait dorénavant automatiquement considéré comme une agression sexuelle ou un viol, l'exécutif veut dorénavant que ce non-consentement soit étayé par des notions comme la contrainte morale et la surprise. On écoute la ministre de la Justice, Nicole Belloubet, droite dans ses bottes. Il n'y a pas de renoncement. Ce que nous voulons, c'est sanctionner de manière extrêmement ferme les viols en général, et particulièrement les viols qui sont commis par des majeurs sur des mineurs. Nous avons adopté des dispositions législatives qui nous semblent cohérentes et efficaces. C'est cela qui est important. C'est cela qui va faire que les viols pourront être jugés comme des crimes. Alors, sans rentrer dans les détails techniques, c'est vrai que c'est un sujet sensible. On se souvient qu'il y avait eu quelques faits divers. Le gouvernement renonce ou est en train d'essayer de trouver une solution réaliste? Là aussi, semble-t-il, je ne suis pas un immense spécialiste, mais il y a un problème de droit. C'est-à-dire que l'article 2, tel qu'il avait été écrit dans un premier temps, il a été il menaçait d'être... En tout cas, le Conseil d'État a émis un avis en disant ça va être toqué par le Conseil constitutionnel. C'est pas constitutionnel. Donc, on a essayé de trouver d'autres mesures, etc. Et tout le débat se fait autour de ça. Alors moi, je ne suis pas suffisamment juriste pour dire, mais enfin, à première vue, le Conseil d'État ne dit pas n'importe quoi. Donc, vous voyez, c'est très compliqué. Et c'est vrai, par exemple, qu'à la limite, on peut imaginer que ça peut poser une question. Imaginez que le garçon et 18 ans et 2 jours, et que la fille ait 14 ans et 11 mois et 30 jours. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, je crois que c'est à cause de ça, je répète, je ne suis pas un grand juriste, mais je crois que c'est à cause de ça qu'on a essayé de trouver une nouvelle formulation. Est-ce que la nouvelle formulation est la bonne? Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça crée le débat, il est autour de ça. Là encore, et comme tout à l'heure pour les fichiers S, il y a tout simplement quelque chose qui s'appelle le droit. Vous ne pouvez pas faire n'importe quoi et mettre n'importe quoi dans la loi. Mais le gouvernement a peut-être fait n'importe quoi en savoir
avançons trop vite. C'est quand même une annonce du gouvernement qui a été faite, sur laquelle ils reviennent. Pour des raisons de droit, mais certains disent que c'est peut-être pas seulement du droit. Très clairement, le gouvernement s'est un peu pris les pieds dans le tapis pour des raisons politiques, effectivement, parce que je pense qu'ils ont eu peur de se faire retoquer par le Conseil constitutionnel sur quelque chose qui était très symbolique, très mis en avant, parce que, rappelez-vous, depuis un an, le gouvernement et Madame Schiappa, la ministre en charge en particulier, a fait beaucoup de bruit, beaucoup de communication sur ce thème. Je crois que Marlène Schiappa ne peut pas être, en tout cas, soupçonnée d'être un peu en dessous, de ne pas porter ce dossier à bras-le-corps, de ne pas le défendre, ça c'est une chose. Mais là, il y a eu un petit couac politique. Ils ont rétro-pédalé en urgence devant le risque constitutionnel et résultat, visiblement, le dispositif est un petit peu n'est pas très solide et donc ça donnait à toute une série d'oppositions politiques d'abord et au-delà de l'Assemblée, une série d'associations, d'acteurs institutionnels qui sont très, très spécialisés sur ce dossier, l'occasion de dire que ça ne tenait pas debout. Mais c'est vrai qu'on a un peu l'impression sur ce sujet comme sur d'autres qu'à l'intérieur même de la Macronie, du groupe macroniste à l'Assemblée, il commence quand même à y avoir des vrais tiraillements. C'est vrai, il y a... Peut-être pas des frondeurs, ceux qui auraient ruiné François Hollande. Pas des frondeurs, mais des grondeurs, en tout cas, des grogneurs. C'est vrai qu'il y a eu plusieurs sujets de grogne ces derniers temps. Il y a eu d'abord, ce qui a cristallisé un peu tout ça, c'est la loi immigration-asile, où il y a eu des votes contre, pas beaucoup, mais il y a eu des abstentions et surtout plusieurs dizaines de députés qui ne sont pas venus voter, signe d'un mal-être. Il y a eu depuis quelques jours, et notamment dans le journal du dimanche, de dimanche dernier, une interview de Madame Bourguignon, la présidente de la Commission des affaires sociales, qui dit qu'il faut un virage social dans l'action du gouvernement, que le président et le gouvernement ne font pas assez pour les plus pauvres. Et puis, il y a effectivement ce troisième dossier sur les violences sexuelles qui crée du malaise. Donc, ça fait quand même beaucoup en peu de temps pour un groupe qui était censé être représenter le monde nouveau et l'adhésion. Et obéir. Et voilà, et donc, on voit qu'il y a un peu de désobéissance dans les rangs. Je suis désolé, on a plus de temps. On va suivre un petit peu si la grogne continue à monter dans les rangs macronistes à l'Assemblée et ailleurs. Merci à vous deux et merci à vous d'avoir regardé ce face-à-face sur France 24. Restez-y pour plus d'informations. Mettez du soleil dans votre assiette en regardant la météo avec les sardines de la conserverie Parmentier.